bienvenue dans l'émission Tout en couleur, un programme de divertissement, de partage, de savoir, mais surtout de belles rencontres. Et on a des belles rencontres aujourd'hui. Au sommaire, on commencera par les good news en compagnie de Jihen Lazra, qui est responsable communication MEHAD, ONG française de santé et de solidarité internationale. Pour le bien-être, on parlera des bienfaits de l'huile d'olive sur la santé avec Karim. Pour la culture, il est là, rien que pour nous aujourd'hui dans l'émission Tout en couleur. Kamel Bahaj, dit Kamel Ladaili, il nous parlera de son livre La richesse du pauvre aux éditions Minset. Et dans l'instant coaching, Dalila Raposo, écrivaine et professeure de français FLE pour adultes migrants, nous parlera de son amour d'enseigner et de transmettre des messages positifs aux migrants. Bonjour à tous, comment vous allez? Bonjour. Très bien, merci Linda pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors le Maroc est là? J'aurais adoré pouvoir commencer cette émission avec l'hymne national du Maroc. Votre présence déjà à tous les deux, elle est déjà très bien. On est content. Voilà. D'ailleurs, on pourra en parler tout au long de cette émission, de cette victoire du Maroc. C'est important aussi de souligner, on dit bravo à l'équipe marocaine. On dit bravo pour l'effort, bravo pour la motivation et les valeurs surtout. C'est ça le plus important. Alors aujourd'hui, on va commencer justement les good news par vous, Jihen Lazra, responsable communication MEHAD, donc anciennement UOSSM, c'est ça? Oui, l'UOSSM France est devenu en septembre 2022 MEHAD. Voilà, nous sommes une ONG de solidarité internationale et de santé, principalement, qui a été portée par des médecins qui ont répondu présents face à la guerre en Syrie en 2011, où les médecins étaient en première ligne pour aider les victimes du conflit. Donc les objectifs, c'est ça, c'est l'aide internationale dans les pays où il y a des conflits, des guerres. Au cœur de notre engagement, c'est la santé. Aujourd'hui, la guerre en Syrie qui a éclaté n'est toujours pas finie. C'est vrai qu'elle est un petit peu passée aujourd'hui sous les radars des médias, mais la crise humanitaire est toujours présente, avec 4 millions de personnes qui vivent dans les camps, qui n'ont pas accès à l'eau, qui vivent dans des conditions indignes et qui n'ont pas accès à la santé. Et nous, c'est le cœur justement de notre métier, qui a été porté par des médecins de la diaspora syrienne dès 2011, qui sont venus en aide aux médecins à l'intérieur de la Syrie qui appelaient à l'aide pour soigner les victimes. Aujourd'hui, certes, il y a moins de bombes, mais il y a d'autres bombes à retardement en Syrie aujourd'hui. On parle du choléra avec l'eau qui a été contaminée dans le nord de la Syrie. On parle de malnutrition. Il faut savoir qu'en Syrie, il n'existait pas de malnutrition avant la guerre. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants malnutris. 9 millions d'enfants en Syrie ont besoin d'une assistance humanitaire. C'est colossal. Donc la crise humanitaire est bien là. Elle est malheureusement délaissée. Et nous, au sein de MEHAD, nous avons mis au cœur de notre engagement cet accès aux soins et à la santé pour les enfants, pour les femmes, pour les personnes qui vivent dans les camps de déplacés en Syrie. Donc là, on voit vraiment les valeurs MEHAD de l'ONG, c'est humanisme, solidarité. Il y a une grande équipe justement de médecins, d'aides-soignants, d'infirmières. Parlez-nous un peu plus justement de cette ONG. Alors concrètement, pour vous refaire peut-être un peu l'historique, donc au départ, c'est une guerre qui commence en 2011 avec des soignants, des médecins qui appellent à l'aide et pour soigner les victimes qui ne peuvent pas être soignées dans les hôpitaux publics. Donc très rapidement, il y a une aide matérielle qui commence avec de l'envoi de médicaments, de l'envoi de matériel médical. Malheureusement, cette guerre a duré longtemps, elle s'enlise, ça fait 12 ans, donc il fallait s'organiser. Donc les ONG se sont organisées pour apporter une aide professionnelle, humanitaire. Donc nous avons différents programmes comme tout d'abord tout ce qui est autour des hôpitaux et des traumas, qui sont le cœur de notre engagement au départ. Nous avons la santé primaire, qui est la santé du quotidien. Ce que je dis souvent, c'est que quand on pense à la guerre, on pense aux bombes, on pense aux victimes des bombardements, mais il faut aussi penser aux gens qui sont cardiaques, aux gens qui sont diabétiques, aux gens qui ont des maladies chroniques, de l'hypertension artérielle, de la dialyse. Et ces gens-là, quand ton hôpital est détruit, quand ton médecin a été tué, tu n'as nulle part où te soigner. Et donc notre objectif, nous, à MEHAD, c'est de pouvoir apporter cet accès à la santé primaire au cœur des villes, au cœur des camps de déplacés, au cœur de la guerre.
Sans parler justement d'échecs post-traumatiques, avec des enfants par exemple qui ont perdu un parent ou un parent qui a perdu un enfant. Donc là aussi, il faut qu'il y ait une cellule de crise psychologique importante pour les aider. Oui, en effet, en Syrie aujourd'hui, il y a les blessures de guerre, il y a la santé primaire dont je parlais, il y a aussi les blessures psychologiques, la santé mentale. C'est un tabou dans ces régions, mais aujourd'hui, avec 12 ans de guerre, où les hommes, les femmes et les enfants ont connu le pire, aujourd'hui, dans chaque famille, les enfants ont connu des horreurs. Le viol est une arme de guerre. Les enfants ont vu leurs parents mourir devant leurs yeux. On a une génération d'enfants qui n'a connu que la guerre. Je veux dire, ça fait 12 ans qu'il y a la guerre en Syrie. Il y a des enfants qui ne connaissent pas la vie en dehors de la guerre. Il y a des enfants qui vivaient à Raqqa, à Idlib, qui vivent aujourd'hui dans des tentes, qui n'ont ni école, qui n'ont pas de soignants et qui ne peuvent accéder à la santé uniquement grâce à l'aide humanitaire comme celle de notre ONG MEAD à Raqqa ou à Idlib, où ils vivent dans une précarité importante. Donc nous, par exemple, ce qu'on peut faire, pour vous citer des actions concrètes, on va mettre en place des centres de santé primaire où les gens vont venir directement se soigner. Gracieusement, évidemment, ça c'est très important. Donc on leur fournit les consultations et les médicaments. On met aussi en place des cliniques mobiles. Ça c'est très important parce que certaines personnes habitent très loin du centre de santé. Et aujourd'hui, par exemple, on est en plein hiver, on disait justement qu'il faisait froid. Et ben en Syrie aussi, il fait froid. C'est souvent ce qu'on oublie, c'est qu'en Syrie, on peut atteindre des températures négatives. Et quand on vit sous une tente et qu'on n'a pas de chauffage et qu'on n'a pas de chaussures, c'est des conditions dégradées. Et donc, ils ne peuvent pas aller se rendre chez le médecin. On parle aujourd'hui dans les hôpitaux français des bronchiolites, de la saturation du bronchiolite. Et ben en Syrie, c'est la même chose. Donc, où sont les médecins pour soigner ces bronchiolites qui peuvent être fatales pour un enfant? Ce sont les médecins humanitaires comme ceux de MEAD qui se rendent donc avec les cliniques mobiles directement dans les camps déplacés pour réaliser les consultations. Elles sont aujourd'hui vitales pour ces populations. Je le rappelle, on est à près de 5-6 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. On parle beaucoup des réfugiés et à raison. Nous, au sein de MEAD, on pointe beaucoup les déplacés internes. Ça veut dire que ce sont des gens qui, eux, sont partis de chez eux. Ils ont fui les bombardements, mais ils se retrouvent dans des camps déplacés, dans des tentes, toujours en Syrie. Et eux, il n'y a pas de droit pour eux, il n'y a pas de droit humanitaire. Et donc, ce sont les ONG comme MEAD, les médecins, qui vont les soigner. Et je tenais à dire que nous, notre ONG, donc on est une ONG internationale basée en France, portée par des soignants de la diaspora syrienne, mais pas seulement. On a aussi le professeur Raphaël Pitti, qui est anesthésiste-réanimateur, qui participe au sein de notre ONG, qui est responsable de formation. Et nos soignants sont syriens. Ça, c'est un peu la particularité de notre ONG, c'est que on a 1000 salariés en Syrie qui réalisent les soins directement sur place. Ça, c'est important pour nous de partir des acteurs locaux. Ça veut dire qu'on n'est pas les soignants européens ou occidentaux sauveurs qui viennent en Syrie. On part justement de nos connexions directement en Syrie. Donc les médecins, les infirmiers, les sages-femmes qu'on va former. Ça, c'est un de notre leitmotiv depuis le début de la guerre en Syrie. Parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de soignants qui ont fui la guerre, parce qu'à un moment donné, il n'était plus possible de vivre en Syrie avec la guerre. Donc il y a une crise humanitaire, mais il y a aussi une crise migratoire. Et il y a beaucoup de soignants qui sont partis, et beaucoup de soignants aussi qui ont été tués. C'est ça aussi une des particularités de ce conflit, c'est que les hôpitaux sont bombardés, et les soignants ont été tués. Plus de 900 soignants tués, des milliers d'attaques sur les hôpitaux. Donc il est arrivé même à un moment, pour vous donner un peu l'étendue de la catastrophe, c'est que les gens ne voulaient plus aller dans les hôpitaux. Parce que l'hôpital à Alep devenait dangereux. C'était dangereux d'aller à l'hôpital. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment mettre en place ces cliniques mobiles qui nous permettent quand même de soigner près de 5000 personnes par mois. Et pour les opérations, comment ça se passe? C'est aussi dans ces cliniques mobiles ou comment ça se passe? Alors, les cliniques mobiles, c'est vraiment la santé primaire. D'accord. Qui est en fait l'essentiel de la santé aujourd'hui, c'est la santé primaire, c'est tout ce qui est suivi des maladies chroniques, santé du quotidien. Donc ça, c'est pour les cliniques mobiles. Ensuite, justement, ça permet de dépister quand des personnes ont des maladies beaucoup plus graves qui nécessitent d'aller dans les hôpitaux. Et là, auquel cas, nous, justement, on renvoie vers des hôpitaux, même si aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Il y a 70% du système de santé en Syrie qui a été détruit, mais il reste quand même des hôpitaux. Nous avions, nous, l'hôpital Bab el-Hawa, qui était notre hôpital donc dans le nord de la Syrie, qui nous permettait justement de réaliser des opérations plus pointues et de faire de la chirurgie. Donc oui, il existe toujours de la chirurgie de guerre en Syrie.
Comment, Jehan, on peut aider l'ONG MEHAD? Aujourd'hui, justement, nous avons lancé notre campagne pour cette fin d'année qu'on a appelée Jeu des amorces. Parce que souvent, on me demande, mais la guerre en Syrie, c'est fini, je crois, il ne se passe plus rien. Alors oui, les bombardements sont moindres, ça c'est clairement, mais il y a une instabilité et une crise humanitaire très forte. Il faut rappeler que la guerre en Syrie, c'est la crise humanitaire la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne. Donc aujourd'hui, les besoins sont importants. Je parlais de 9 millions d'enfants qui nécessitent une assistance humanitaire, près de 14 millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire. Donc, et ce sont uniquement les ONG qui apportent cette aide. Et qui sont dans des camps, on est bien d'accord? Alors, dans pas des seulement. tentes, Il y a des gens qui sont dans des camps déplacés, notamment dans les régions d'Idlib, dans le nord-ouest, et dans les régions, et à Raqqa, dans le nord-est de la Syrie. Mais il y a aussi des gens qui vivent dans des villes, mais qui vivent dans des conditions précaires et qui ont besoin d'un accès aux soins. Donc, pour aider MEHAD, nous, ce qu'on propose, c'est justement de désamorcer ces bombes à retardement, que sont la malnutrition, que sont les épidémies, et justement de pouvoir soutenir les soignants en finançant par exemple une journée de consultation. Avec 200 €, on peut financer une journée de consultation dans une clinique mobile. Et quand vous savez qu'il y a une 50aine de personnes qui sont consultées... Donc 200 €, c'est 50 personnes qui sont consultées dans une clinique mobile. D'accord. Avec 100 €, on peut prendre en charge le traitement d'un enfant malnutri, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui sont malnutris en Syrie. Et donc, nous, on a tout un traitement qui va du dépistage avec le bracelet qui permet de savoir si l'enfant est malnutri ou pas. À partir de là, on a tout un traitement qui est mis en place, avec notamment des nutriments qui sont donnés aux enfants et qui permet en quelques mois qu'ils se rétablissent. Et cela, c'est uniquement grâce à notre travail des cliniques mobiles qui se rendent dans les camps, qui font des dépistages et qui, à un moment donné, prennent en charge les enfants, mais aussi les mamans. Parce que la malnutrition, c'est aussi les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Donc, aujourd'hui, oui, c'est le don, c'est le soutien financier, c'est le partage. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet mehad.fr où vous trouverez notre campagne, donc Jeu des amorces, et vous pourrez partager nos vidéos où justement on parle, où on a des médecins qui incarnent ce projet. On a le docteur Jimmy Mohamed, qui est un médecin et animateur de télévision, qui a incarné la voix de Maïssa, une femme dont l'enfant a été malnutri. Donc, on peut faire des choses. Nous, c'est vrai que la situation est grave. On est dans une crise humanitaire grave, mais on peut aujourd'hui aider les Syriens. Ils ont encore besoin de nous. La guerre n'est pas finie en Syrie. Vous pouvez agir en soutenant nos cliniques mobiles, en soutenant les médecins qui sont sur place et qui sauvent des vies. Aujourd'hui, un don à MEHAD sauve des vies en Syrie. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour tout ce travail fabuleux, merveilleux de cette association MEHAD. On sent, Jehan, à votre voix, elle est larmes aux yeux et ça me touche énormément. Moi. Tout ce qui touche l'humain pour aider, toutes ces ONG-là sont importantes. Moi, je vous dis merci. Merci pour votre invitation. Aujourd'hui, c'est important d'en parler. Ça fait 12 ans que cette crise est là, que les Syriens, eux, sont résilients. Les Syriens, les Syriennes, les enfants, eux sont dans cette résilience-là. Ils ont toujours le sourire. On voit ces vidéos où les enfants sont dans des camps, mais ils sont en train de jouer, de sourire, et ils ont cet espoir-là. Et ils nous appellent à l'aide. Donc, on ne peut que répondre, on ne peut qu'être présent. Ils nous transmettent ces valeurs, et nous, c'est ce qu'on souhaite, c'est porter leur voix. Et aujourd'hui, c'est mon rôle de porter la voix de ces soignants syriens, de ces victimes du conflit, qu'on peut aider et qui nous montre la solidarité internationale aujourd'hui. Et la santé, c'est notre bien commun que l'on doit partager. Et c'est ce qu'on invite les Françaises et les Français aujourd'hui, de soutenir la santé en Syrie. Merci beaucoup, Jehan. Bon, on parle de santé, on parle de bien-être. Donc là, on va parler d'autre chose. On va parler de l'huile d'olive. On en a besoin aussi de l'huile d'olive. On va passer donc à la rubrique bien-être avec Karim qui nous parle des bienfaits de l'huile d'olive. On regarde ensemble.
Alors là, nous sommes toujours à cet événement du souk tunisien. C'est comme ça que je l'appelle. C'est important. Voilà, c'est important. Et là, nous sommes donc sur le stand de l'huile d'olive. Parlez-nous de cette huile d'olive. Tout à fait. Donc c'est une huile d'olive bio. Voilà, c'est une huile d'olive bio qui est fabriquée en Tunisie, de le nord-ouest de la Tunisie. Donc nous on l'achète et le gain qu'on fait, on l'achète à 5 €, on le vend à 7 €, donc on voulait pas faire un prix assez pour vendre le plus. Et les 2 € de différence, c'est versé à l'association. Donc les bénéfices, c'est à l'association. Donc voilà, il y a quelqu'un qui s'en occupe, donc on le paye, mais voilà, pour vendre ses produits et les bénéfices seront à l'association. Avant moi, là où on est arrivé, il n'y a que l'huile d'olive, mais avant il y avait le miel, pareil. Donc on a vendu et c'est pareil, les bénéfices c'est à l'association. Donc c'est parti vite. C'est parti vite, hein, cette huile d'olive. Le miel aussi, on a vu, il n'y a plus de miel sur le stand. Tout à fait, il est parti le premier jour. Donc le premier jour il est parti. Alors ce qui est extraordinaire, parce qu'on sait très bien que l'huile d'olive c'est quand même un produit assez cher. Et là ce qui est extraordinaire c'est EcoCert, certifié EcoCert, AB, c'est première pression à froid, c'est vraiment un produit de qualité. Et on le vend à 7 €. Donc c'est vraiment, après aussi c'est par rapport au grossiste que aussi nous a fait un geste parce qu'on normalement c'est pas le prix. Et pour vendre le plus, bon, on prend que 2 € pour vendre le plus. Et c'est ce qu'il nous reste, hein. C'est vraiment ce qu'il reste des produits qu'on a achetés. Alors on sait très bien les vertus de l'huile d'olive, hein, antioxydant, anti-inflammatoire, et l'importance, comme je disais tout à l'heure, extraite à froid, ça c'est important. Oui, tout à fait. C'est la meilleure qualité qu'on peut trouver sur le marché, hein. Et c'est un produit authentique. Donc on connaît la chaîne de fabrication, on connaît le monsieur qui a fait la récolte, donc on connaît la chaîne. Et à ce niveau-là, au niveau de l'huile d'olive, c'est aussi pareil, des paysans là-bas, il y a des femmes qui récoltent les olives. Tout à fait. Il y a des femmes, donc ça reste du commerce équitable. Donc on connaît la chaîne et on connaît le producteur, on connaît les gens et ils sont rémunérés à juste valeur par rapport au prix. Donc il n'y a pas d'intermédiaire, hein. C'est ça le but, de ne pas avoir d'intermédiaire et de rémunérer les personnes avec le prix, gros pourcentage du prix qui est vendu et reversé aux agriculteurs, aux artisans. Donc ça c'est extraordinaire, c'est le fait de pouvoir aider des familles à pouvoir travailler, donc là en l'occurrence l'huile d'olive. Donc en même temps le producteur fait un prix parce qu'il sait très bien que les bénéfices vont aller à l'association La Voix de l'Enfant. Donc La Voix de l'Enfant, ce sont des bébés qui sont nés sous X ou des bébés que le parent ne peut plus subvenir à ses besoins, c'est ça? Exactement, c'est des bébés jusqu'à 18 mois. Donc aujourd'hui, il y en a une vingtaine de bébés et le bébé, ça consomme, hein, des couches, et ils auront vraiment besoin de soutien. Et nous, là, avec Asma, qui s'occupe, qui est l'ambassadrice de l'association en France. Merci. On peut les trouver, donc ils sont à Bizerte, hein, c'est ça? Ils sont à Bizerte, ils ont leur compte Instagram, leur compte Facebook. Et vous pouvez leur faire un don. Donc, voilà. Donc, La Voix de l'Enfant, n'hésitez pas à aller sur les réseaux pour les aider, pour aider et soutenir ces petits bébés qui ont besoin d'amour et qui ont besoin justement de votre aide. Merci beaucoup Karim. C'est moi, merci à vous. Merci Karim, merci Asma Baklouti aussi. C'était à Souk L'Ahbeb, donc un événement. Et là on voit aussi merci à l'association La Voix de l'Enfant qui aide ces bébés. Là aussi, le merveilleux travail des associations, il est important. Il y a tellement de souffrances humaines, mais quand on voit tout ce travail des associations, des ONG MEAD ou des associations comme La Voix de l'Enfant, on se dit c'est énorme de croire encore en notre humanité et c'est important d'y croire jusqu'au bout. C'est l'humanité qui porte l'engagement, des humanitaires qui portent l'engagement en général et c'est le moteur aujourd'hui pour agir. Exactement. Alors l'huile d'olive, vous avez aimé l'huile d'olive? C'est dans notre ADN, j'ai envie de te dire. Ah oui, ça c'est sûr. Zit el Oud, bien sûr. Zit el Oud. Il aime bien lui, tout ce qui est... Tout ce qui est nourriture. Tout ce qui est nourriture, il aime ça. Ah, j'adore. Bon, le sport aussi, il aime ça. Il nous a dit tout à l'heure qu'il aimait énormément le sport. Avant, Kamel? malheureusement, j'ai un peu arrêté. Ouais. C'est vrai que je reprenne, mais j'ai un peu de mal.
Bah justement, les bienfaits de l'huile d'olive, c'est important. Une cuillère à soupe tous les jours, première pression à froid, pas chauffé. C'est riche en oméga 3, en oméga 9, en antioxydants. C'est très bon justement pour agir aussi anticancéreux, pour hydrater, nourrir en profondeur la peau. C'est aussi en préventif pour tout ce qui est cancer colorectal, cancer du sein chez la femme. Donc ça c'est important, hein, c'est important même selon des études, ça réduirait la consommation d'huile d'olive 38% des risques de cancer du sein. Donc c'est important, prenez de l'huile d'olive, n'oubliez pas première pression à froid. Quand vous chauffez, une huile d'olive ou n'importe quelle huile ne sont plus antioxydantes, mais elle devient pro-oxydante et malheureusement augmente les risques de cancérisation et d'augmentation des radicaux libres. Voilà, donc après cette huile d'olive, on va passer maintenant à la culture avec notre invité Kamel Bahajdi Ladaili, écrivain, acteur, humoriste, agent immobilier. Je me suis arrêtée là parce que c'est multicasquette avec Kamel. Donc aujourd'hui, Kamel, vous venez nous parler de votre livre « La richesse du pauvre » aux éditions Minset. Donc bonjour Kamel déjà. Bonjour à toutes. Bonjour. Alors ce livre, La richesse du pauvre, déjà, le titre en lui-même, il est un peu paradoxal. Pourquoi ce titre, La richesse du pauvre? Depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait de l'association de notre ami et qui œuvre et qui fait beaucoup de choses pour énormément de gens. Et au début, je voulais écrire un livre, mais je savais pas pourquoi je voulais l'écrire. Ouais. Donc j'ai commencé, j'ai arrêté, je me suis posé la question pourquoi, j'ai pas trouvé la réponse et j'ai mis 7 ans à l'écrire. D'accord. J'ai mis 7 ans à l'écrire parce qu'au début, je trouve que c'était un peu mégalo, mais ça me dérange pas parce que j'ai un côté de moi qui est comme ça. Et j'ai pas réussi à continuer à écrire. Et il a fallu que je me pose une question. Et dès que j'ai eu la réponse, j'ai pu enchaîner, c'est pour qui je voulais l'écrire. Ouais. Et quand j'ai capté en vérité que j'ai voulu l'écrire pour le petit garçon que moi j'étais avant, là après ça s'est enchaîné. Parce qu'aujourd'hui, en étant plus grand, je peux lui dire que... Parce que moi, de base... Donc je suis un enfant né en France d'origine marocaine, cet enfant, bon, classique, famille pauvre, tout ce qu'on veut, pareil. Et en vérité, là tout à l'heure on parlait de la guerre en Syrie, mais même en France, il y a une espèce de guerre sociale. Ouais. C'est-à-dire que tu nais, t'es là, tu sais pas où... Tu sais, t'es entre deux mondes, tu parles arabe chez toi, t'arrives à l'école, moi j'ai pas été à la maternelle, j'ai redoublé le CP, t'es dans un environnement, déjà t'as un décalage avec les autres parce que t'as pas d'argent, et t'essaies de trouver ta place dans tout ça et c'est très compliqué. Et que ce soit l'école, que ce soit la société ou que ce soit même ma famille, on m'a toujours dit, ça n'arrivera pas. Ouais. Toujours. On vous a rabaissé. Tout le temps. Mais c'est même, quand t'es petit et que tu vis dedans, tu te sens pas rabaissé, c'est la norme. Ouais. Ça devient normal. C'est normal, donc ouais, tu dis, bon, t'es nul, tu vas pas arriver, t'as pas de chance, t'as pas d'argent, t'as pas ci, t'as pas ça. Et tu peux commencer à te cacher derrière ça. Sauf que grâce à Dieu, moi j'ai toujours eu une petite voix dans ma tête qui m'a dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas que tu vas te venger, mais c'était un peu ça. Ouais. Donc j'ai toujours eu cette voix-là, et moi de base j'ai aucun talent. Je sais pas chanter, je sais pas danser. Le sport, j'en faisais pas quand j'étais petit. L'école, j'avais rien. Le seul, on va dire, petit talent que j'ai eu, je pense que c'est la curiosité. J'ai toujours essayé de me dire, tiens, je vais essayer. Alors que même mes parents me disent, mais non, mais va t'asseoir. Mieux que toi, ils ont pas réussi, t'es nul. Ah ouais. Et l'école, pareil. Hein. L'école m'a dit, t'auras jamais ton bac, t'auras jamais ci, t'auras jamais ça. Et j'ai toujours eu une petite voix qui m'a dit, essaie. Et à force d'essayer, tu fais, tu rates. Et rater aujourd'hui, c'est une bonne chose, c'est bénéfique. C'est une expérience. Non, c'est extraordinaire, faut rater. Ouais. Et aujourd'hui, l'échec ici, il est vécu comme quelque chose de négatif. Ouais. Alors que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et pourquoi j'appelais la richesse du pauvre? C'est parce qu'en vérité, quand t'as rien, en vérité, t'es libéré de perdre ce que tu n'as pas. Vu que tu n'as rien, tu es libre de pouvoir essayer. Et si ça marche pas, au pire, tu retombes là où t'étais. Ouais. Donc tu t'amuses et tu commences au début à inventer des choses dans ta tête, à espérer pouvoir faire ci, faire ça, et puis à force de te le répéter, tu dis, je vais essayer, t'as quoi à perdre? Rien, on y va, et si tu perds tout, tu reviens là où t'étais, et c'est pas la mort. Ouais. Et après ça s'enchaînait. Donc c'est un cheminement que j'ai eu tout petit, et je me suis dit, je vais essayer de faire ça. Et la boxe, j'avais commencé avec la boxe, c'était on va dire ma première victoire, parce que j'ai grandi, et puis je me suis dit, tiens, je vais essayer, et c'était plus aussi pour... ne plus vivre, tu sais, dans le monde de violence, mais en tant que victime. Donc tu te dis, tu vas te défendre, et au début, tu fais ça juste pour avoir confiance en toi, puis tu te rends compte que Dieu t'a donné un corps, des bras, puis qu'à force de faire du sport, tu deviens de plus en plus fort, que tu mets un coup, deux coups, qu'il y a une portée sur ça, plus que la violence, mais tu commences à acquérir un pouvoir, et tu changes dans la société à ce niveau-là. Moi, je vois, quand j'étais champion de France en kickboxing, j'avais des gendarmes dans mon club de boxe,
Ils me voyaient dans la rue, ils s'arrêtaient avec leur voiture de gendarmerie, ils me raccompagnaient chez moi. Ils venaient me voir, ils étaient... Il y avait du respect. Alors, c'était pas de la peur, c'était du respect. Du respect. Parce qu'on s'était connus dans le domaine du sport, et on a évolué, et maintenant dans une forme de respect. On n'était pas dans le conflit, la bagarre, ou... Bon, je l'ai tapé un peu fort à l'entraînement, mais je l'imitais pour dire, voilà, on se respecte, il n'y a pas de souci. Et une fois que tu as ça, après, tu commences à enchaîner. Et le sport, moi, m'a donné une psychologie, une mentalité où, à travers l'effort du sport, tu peux amener ton effort social dans tous les domaines. C'est-à-dire que tu n'as pas de limite, en vérité. Et toutes les limites qu'on a aujourd'hui, on se les met nous-mêmes. Alors, à travers le livre, maintenant, j'arrive à en parler, mais sur le moment, je ne le voyais pas comme ça. Mais c'est comme si je voulais faire, tu sais, une espèce de... Aux États-Unis, ils ont l'American Dream. Et ben aujourd'hui, moi, j'essaie à travers ce livre de parler de French Dream, à se dire que tu peux t'en sortir, mais t'es pas obligé de passer par le sport, t'es pas obligé de passer par le rap, t'es pas obligé de passer par la drogue pour réussir. Tu peux n'avoir aucun talent, travailler, y croire, et tu vas réussir. Alors oui, je me suis retrouvé. Donc je l'explique à travers le livre. Tout ton parcours, hein. J'ai été, donc voilà, champion de France de boxe. J'ai une société de garde du corps. J'ai été journaliste d'investigation. Aujourd'hui, je suis acteur de cinéma. J'ai tourné dans 30 films et séries en France et à l'international. J'ai écrit un livre. Je suis en train d'écrire un deuxième. Je suis rentré dans l'immobilier un moment par hasard parce que j'ai cette peur du manque. Il faut que j'ai... Dû à l'enfance, sûrement. Tu es à la misère, je sais pas quoi, mais j'ai toujours cette peur du manque. Et encore maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand tout va bien, je me dis, Alhamdoulilah, je réfléchis, je me dis, ouais, mais fais gaffe, ça se trouve dans un jour, 2 jours, il va y avoir des problèmes. Et je vais commencer à travailler, à réfléchir, à diversifier ce que je suis en train de faire. À créer un autre projet. Ouais, ça. Et aujourd'hui, j'ai des discussions avec mon fils qui a 17 ans. Alors, ce matin, avant de venir, il m'envoie un texto. Il me dit, voilà, papa, j'ai félicitations. Donc, il m'envoie et il me dit, mais je déteste l'école. J'ai dit, ok, courage, parce que ce que tu traverses toi là, c'est ce que moi je traverse encore aujourd'hui. Il y a plein de choses que j'ai détestées. Mais là, par exemple, je suis dans un réseau immobilier. Donc, grâce à Dieu, je suis le numéro 1 des vendeurs. Mais je veux plus rester dedans. Donc, comme j'ai dit à mon fils, je suis obligé de reprendre des cours pour valider un diplôme, pour pouvoir créer ma propre structure. Je dis, donc, même à mon âge, si tu arrêtes l'école maintenant pour travailler, à un moment ou à un autre, tu vas y retourner. Donc, reste-y le temps que tu peux y rester. Mais pour que ce soit, supportable, il faut que tu aies un projet dès maintenant. Il faut que tu aies un plan, même 2-3 plans. Ça se trouve, le premier va se planter, c'est sûr, mais c'est pas grave. Il faut que tu aies tes plans et tu avances. Ce sera plus supportable que si tu vas comme ça, en naviguant, sans savoir où est-ce que tu vas. Ça va être chaud, il faut que tu aies un plan. C'est ce qui est bien, justement, Kamel, dans votre livre « La richesse du pauvre », parce que vous expliquez votre parcours. Ce parcours de cet enfant pour qui vous avez décidé d'écrire ce livre, pour lui montrer que voilà, cet enfant il est important pour vous, c'est pour lui que vous vous battez, et même en étant adulte, on parle toujours à son enfant intérieur, et donc vous vous mettez à nu, hein, parce qu'il y a toutes vos histoires, il y a toutes vos peurs aussi, mais il y a aussi cette niaque en vous, cette force de montrer au monde que non, Kamel, Bahaj, il réussit, même si en étant petit on lui a dit t'es nul, tu arriveras à rien. Vous avez montré justement à travers votre parcours, parce que je vous suis beaucoup dans les réseaux, et cette niaque vous a porté haut, champion de France de kickboxing, vous êtes là numéro 1 de votre agence immobilière, vous êtes toujours dans les number one, et c'est important parce que vous êtes aussi cet exemple pour notre jeunesse, et le fait de parler avec votre fils de 17 ans, vous montrez bien l'importance d'étudier, de la formation, parce que nous sommes dans un monde où, sans les études, sans la formation, on ne peut pas, par exemple, avoir sa propre structure. Il manque des diplômes pour ça. Alors, il manque des diplômes et surtout il manque de la connaissance, parce que après on peut ne pas avoir de diplôme, mais on ne peut pas ne pas avoir de connaissances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je sais que je peux pas montrer que je suis fort si j'ai pas montré toutes les faiblesses que j'ai eues. Et aujourd'hui, on devient fort parce qu'on veut sortir de ses faiblesses. On veut les sublimer, et c'est ça qui va nous permettre d'être fort. Aujourd'hui, les gens n'acceptent pas d'être faibles, et n'acceptent donc pas d'être forts. Ils savent pas ce que c'est. Malheureusement, on est obligé de passer par des moments de faiblesse pour être fort. Aujourd'hui, rester dans un moment où tu es dans une zone de confort tout le temps, tu vas à ta perte. C'est-à-dire que si tu as une jeunesse difficile, tu auras une vie d'adulte forte. Et vice-versa. Tu peux pas être tout le temps dans l'opulence, l'euphorie, ça n'existe pas ça. Il faut qu'à un moment, il faut que tu galères.
Et de toute façon, même si tu veux pas galérer, la vie va te le donner. Bien sûr, bien sûr. Cette galère, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans votre vie, Kamal? Le plus dur, l'événement le plus difficile qui vous a touché le plus? Je peux même pas dire. Je peux même pas dire parce que... Non, c'est une bonne question. Et c'est une question que je me suis jamais posée parce que pour moi, il y a pas de... Pour moi, il y a toujours plus difficile que ce que j'ai vécu. Là, tout à l'heure, elle parlait de la Syrie. Ouais. En vérité, j'ai pas envie de me plaindre. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, mais en vérité, il n'y a rien que tu peux pas surmonter. Donc aujourd'hui, pour moi, ce qui est dur et difficile, c'est la norme. C'est-à-dire que, ok, j'ai souffert. Ok, bon, bah, après, il y en a qui souffrent plus que moi. Ma mère, elle est venue, elle a encore plus souffert. Il y a des gens qui ont encore plus souffert que ma mère. Donc, je rentre pas dans cette compétition de souffrance. Je fais avec ce qui m'arrive. Maintenant, dans ce qui m'arrive, bah, j'ai le choix soit de le subir, soit de le combattre. Ouais. Donc, je le combats pour essayer d'améliorer les choses. Et une fois que je les ai améliorés pour moi, bah, j'essaie de les améliorer pour mon fils. Et une fois que je les ai améliorés pour moi et pour mon fils, bah, j'essaie de les améliorer pour les enfants des autres et pour le reste des gens. Parce que moi, je suis convaincu que plus on est beaucoup à s'en sortir et plus on sera fort. Oui, c'est Alors sûr. que si je suis... et j'ai vu ça il n'y a pas trop longtemps je sais plus dans quel livre. Alors que si dans une famille, il y en a un seul qui a réussi, il va se faire bouffer par les problèmes de tous les autres. Alors que si dans la famille, ils sont 5-6 à réussir, le 7e qui échoue, il ne peut que réussir. Ils vont le soutenir, bien Voilà. sûr. Donc il y a cet élan et cette envie parce que tout seul, on ne peut rien faire. Ouais. Et ça reprend encore ce qu'on disait sur l'association. C'est que aujourd'hui, oui, on peut aider des gens à travers l'argent, à travers des actions, mais je pense aussi qu'on peut aider les gens à travers la connaissance et l'espoir. Et il suffit que des fois, il y a des mots, il y a des déclics qui font que des gens peuvent se sublimer par rapport à ça. Oui, c'est exactement ça. Kamel, à travers ce livre, le plus grand message, bon, on en a eu pas mal, hein, mais le plus grand message que vous voulez faire passer à ceux qui nous regardent? N'écoutez que sa voix intérieure. Cette petite voix qui vous quitte pas et qui vous elle est dit tout le temps là. tout le temps. Je parle tout le Tout temps. le temps vous battre. Je parle tout le temps, ma voix. Ouais. On se parle souvent, je m'isole et je parle avec elle. Mais parfois, même la famille, il ne faut pas l'écouter. C'est dur à dire. Ouais. Alors que souvent, mais après, la famille, elle n'est pas méchante. C'est juste qu'elle a peur et qu'elle est maladroite. Ouais. Moi, je voyais ma mère, elle me disait, mais va t'asseoir. Mieux que toi, ils n'ont pas réussi, tu vas faire quoi? Donc, moi, c'était pas avec, comment dire, une haine contre ce qu'elle m'a dit. C'est parce que quand elle m'a dit ça, elle avait juste peur pour moi. Et qu'elle, dans son logiciel dans son inconscient. Et dans son logiciel, c'est déjà, comment dire, prendre un bout de pain, huile d'olive, c'est tout. Elle cherche pas plus loin. Et moi, je me disais non. Je me disais, vas-y, tiens, je vais essayer. Peut-être que, Inch'Allah, je vais gagner 1005 par mois. Donc, je l'ai fait. Je me dis, ah ouais, c'est pas mal. Mais comment on fait pour gagner 2000? Puis tu l'as fait. Et pourquoi pas 3000? Et tu vois qu'à chaque fois, tu y arrives. Ouais. C'est ça qui tu dépasses, tu vois. Et en vérité, là, tu te rends compte que la barrière est dans ta tête. C'est ça. C'est les fausses croyances, c'est ce qu'on appelle C'est les fausses terrible, croyances. c'est terrible. Oui, mais ça fait partie aussi de la mémoire transgénérationnelle. C'est terrible. Nos parents, nos grands-parents, c'est toute cette mémoire qu'on nous a mis et qui a créé ces fausses croyances qui nous bloquent. Et après, nous sommes dans un système d'auto-sabotage. Mais vous allez casser ce système-là pour pouvoir justement accéder à vos rêves. Ouais, parce qu'encore une fois, cette petite voix. Alors, elle est gentille, cette petite voix. Non, il y a des fois, ils ont des petites voix qui leur disent des bêtises. Moi, non, elle était gentille, elle m'a dit tout le temps. essaie. Et c'est vrai qu'après, quand j'étais jeune, j'étais animé par un sentiment de vengeance par rapport à ça. Ouais. Mais j'ai essayé de garder le côté positif de la vengeance en me disant, je vais me venger d'eux pour leur prouver à eux d'abord qu'ils sont plantés et me prouver à moi avant tout que je peux le faire. Et après, maintenant, c'est resté un processus qui est tout le temps le même. Bien sûr qu'il y a en vous. Donc aujourd'hui, j'ai des nouveaux projets qui arrivent comme ça et je me dis... Ouais. Et toujours, tous mes projets ont commencé avec la même phrase. Eh, chiche. Et après, j'essaie. Ouais. J'essaie. Après, ça marche. Des fois, il y a des choses qui marchent pas. Et je m'en cache pas. Et je suis fier de mes échecs. Et on m'a posé la question une fois, si je pouvais changer quelque chose dans ma vie, absolument rien. Absolument rien. Pourtant, j'ai une vie pas terrible, mais je changerais absolument rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet de... ce sont vos expériences de vie plus ou moins douloureuses qui ont fait celui que vous êtes aujourd'hui. Oui. Et c'est ça votre force aussi. Ah oui, Et c'est grâce à ça. Ouais, complètement. Kamel, où est-ce qu'on peut trouver votre livre, La richesse du pauvre? Où est-ce qu'on peut l'acheter? Partout, everywhere, alors sans faire de pub, Amazon, la Fnac, Partout. Cultura, sur le site Mindset de mon éditeur. Ouais. Et là, j'en ai un deuxième qui est en presque fin. D'accord. Voilà, et je n'ai pas encore le titre, mais je suis en train de réfléchir. Et je pense que le titre, ça pourrait être Comment l'entrepreneuriat a sauvé ma vie. Ah, c'est pas mal ça aussi, parce qu'on a besoin aussi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de petits entrepreneurs qui s'en sortent pas.
Ouais. Et parfois, il y a besoin de clés. Moi, je m'en suis pas spécialement sorti au début. J'ai monté ma première entreprise. Je me suis planté, contrôle fiscal, compte bloqué, tout, la misère. Ah ouais. Parce que j'avais pas fait de gestion, j'ai pas pris des cours de compta, j'avais absolument rien. Donc moi j'ai toujours appris, mais dans le négatif. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'elle soit fermée et que j'ai tout perdu pour me dire « Ah, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, faut payer la TVA. Ah, le chiffre d'affaires, c'est pas mon argent. » D'accord. Exactement. Et après, on comprend. Ouais. Donc pour éviter de se faire encore plus de mal, c'est bien aujourd'hui. Maintenant, il y a tout. Il y a Internet, il y a des tutos, il y a absolument tout. Et nous, on n'avait pas ça. Non, c'est vrai. On n'avait pas ça. Il a fallu apprendre à la dure. Hein. Manger des cailloux pour savoir que ça fait mal aux dents. Merci en tout cas, Kamel. On va Merci passer à maintenant à l'instant coaching avec notre amie, notre invitée Dalila Raposo, écrivaine, professeure de français FLE pour adultes migrants. Niveau débutant, je crois. C'est ça, Dalila? Vous pouvez nous parler justement FLE? C'est quoi FLE? Alors, FLE, c'est français langue étrangère. D'accord. Effectivement, c'est une méthodologie qui est appliquée pour les primo-arrivants en France ou encore les migrants qui sont ici depuis quelques années, qui souhaitent parfaire le français, mieux communiquer, etc. Je peux vous dire comment m'est venue cette envie d'enseigner. Alors, comme toute petite fille ou petit garçon, on a des rêves, on veut être médecin, on veut être maîtresse. Et moi, j'avais une forte envie de devenir maîtresse. Bon, la vie a fait que l'école et moi, nous faisions deux, hélas ou pas d'ailleurs. Et il y a 8 ans en arrière, j'ai voulu renouer avec cette envie. Vous parliez de petit enfant intérieur, je l'ai écoutée, elle avait envie d'enseigner et je me suis dit, mais comment Dalila, tu peux enseigner, tu n'as pas les études qu'il faut, etc. Et j'ai pensé tout de suite aux migrants et je me suis dit, je vais aller voir auprès de la ville de Paris les associations dans lesquelles je pourrais proposer mes services. Je n'ai aucune formation, j'y suis allée, j'ai commencé dans le quartier de la Goutte d'Or, au sein de l'association SOS Casamance, et là j'ai donné des cours d'alphabétisation. J'y suis restée 3 ans et depuis 4-5 ans, je suis au sein de l'association À tout court, dans le 18e arrondissement. Et là, j'ai un public vraiment du monde entier, aussi bien des Syriens, j'ai même une Péruvienne, j'ai des Afghans, j'ai des Algériens, enfin vraiment le monde entier concentré dans une classe. Et c'est les meilleurs élèves que je pouvais Justement, j'allais dire, comment ça se passe? Vous avez des anecdotes? Ah oui, plein d'anecdotes. Alors moi, je commence toujours mes cours... alors une petite dictée ou de la grammaire, des textes pour qu'on puisse travailler le vocabulaire, etc. Et à la fin, j'aime bien faire des mises en scène, c'est-à-dire que mes élèves choisissent un rôle. Vous avez le droit d'être tout ce que vous voulez, pilote d'avion, etc. Donc ils se mettent en situation. Donc je les filme. Et ils peuvent laisser libre cours à leur envie, puis ça fait des situations cocasses. Et on a un groupe WhatsApp dans lequel je partage ensuite les vidéos. Ils peuvent se voir et se dire « Ah là, j'ai pas été très bien, là j'aurais mieux fait de dire ça, etc. » Et j'ai vraiment une classe, mais je n'ai jamais fait le sujet d'un manque de respect. Au contraire, ils sont dans la gratitude, ils sont dans l'envie, ils sont toujours fidèles au rendez-vous, toujours à l'heure, toujours avec le sourire. Et moi, c'est un vrai baume au cœur. Et c'est quand je sors de là, je suis reboostée. C'est vraiment un médicament pour moi. On vous voit, Dalila, que vous êtes passionnée. Ça se voit, d'ailleurs les trois, vous êtes passionnés chacun dans votre domaine, à la fois Jeanne avec l'ONG, vous, Dalila, avec les migrants. Kamel a toujours des messages positifs, dire que tout est possible. Et ça, c'est merveilleux, c'est beau. Et Dalila, le fait d'accompagner, parce qu'on n'entend que des messages négatifs sur les migrants. On voit à la télévision beaucoup de médias que je ne citerai pas d'ailleurs, qui tout le temps des messages négatifs, les migrants agressent, les migrants ceci, les migrants. Alors que là, en fait, on a une autre vision, parce que vous êtes au contact de ces migrants. Et ce que vous disiez là, mais c'est pas les migrants que j'ai dans ma classe. Et ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire des portraits justement de ces migrants où ils se présentent, où ils disent pourquoi ils sont en France, pourquoi ils veulent apprendre le français. Et j'ai intitulé ça « Un portrait, une vie », justement pour casser cette déshumanisation, ce pointage du doigt à chaque fois. Mais j'ai envie de dire, mais ce sont des hommes. Et
quelle arrogance de se croire supérieur à eux. Ils ont tellement à nous apprendre, tellement de leçons, de courage à nous donner. Et moi-même, quand je suis avec eux, je me fais petite. Parce que qui suis-je pour... je suis là pour enseigner, je suis là pour les accompagner. Et ils m'apportent beaucoup plus, mais vraiment, que ce que moi, je peux leur donner en 1h30 de temps chaque semaine. Et ces portraits-là, c'est vraiment pour leur donner la parole, pour leur rendre hommage et surtout leur donner un visage, une voix, une parole, un message. Justement, quels sont ces messages qu'ils vous donnent lorsque vous faites le portrait de ces hommes et de ces femmes ? Quel message ou anecdote vous a le plus touché ? Je sais que toutes les histoires vous touchent, mais est-ce qu'il y a eu des histoires qui vraiment, où justement la personne dit devant la caméra, il aurait préféré rester dans son pays, mais malheureusement il y a tellement de guerre ou de misère. Tout à fait. Après, ils sont très pudiques aussi quant à leur passé. Mais le message, ils veulent tout simplement une vie heureuse, une vie meilleure, pouvoir offrir une vie meilleure à leur famille, à leurs enfants. Ils ont droit au bonheur comme tout à chacun. Et de venir en France ou dans un autre pays accueillant est pour eux... On dit le rêve américain, tout le monde part en Amérique. Oui. Pourquoi eux ne peuvent pas venir en Europe ou quelque part aussi? Ils ont droit à leur rêve aussi. Donc le message est beaucoup celui-ci. Et c'est aussi beaucoup... il y a beaucoup d'amour en eux, il y a beaucoup d'espoir, il y a toute cette souffrance, mais qu'ils ne mettent absolument pas en avant. Ils sont là, ils veulent aller de l'avant et voilà. Et ils sont déçus aussi des fois du comportement, du rejet de certaines personnes. Oui, tout à fait, parce qu'ils se sentent un peu à part, parfois mal accompagnés, mal accueillis. Et je pense que c'est pour ça aussi que quand ils viennent dans cette école où ils sont bienvenus, c'est un petit peu une petite bulle d'oxygène aussi pour eux. Ils savent qu'ils sont considérés. Il y a de la bienveillance. Exactement. Je pense que c'est ça le plus important. Et puis avec vous, je ne m'inquiète pas, vous donnez tellement, énormément aux autres. J'espère que vous vous donnez à vous aussi, il ne faut pas s'oublier, ça c'est important aussi. Mais voilà, il y a tellement à faire et puis les messages positifs que vous leur apportez. De leur dire ils sont à leur place, qu'ils ont le droit au bonheur eux aussi. Bien sûr, tout à fait. Et parfois, ils sont tellement humbles qu'ils me disent « ça va, j'ai pas été trop nulle, c'est bien, madame, c'est comme ça ». Et je leur ai dit « mais moi, si je me mettais à votre place, si je partais en Syrie, je ne parle pas votre langue, mais je serais 10 fois plus perdue que vous. Donc ce que vous faites, c'est déjà très très bien. Donc j'ai toujours un message pour les élever, pour les valoriser. Exactement. C'est ça le plus important, de valoriser et de se mettre aussi à leur place. Tout à fait. Et si j'ai un message global à faire passer, c'est vraiment ayez de l'empathie, parce qu'on aurait très bien pu être à leur place. Exactement. Nous avons eu de la chance d'être nés ici, d'être nés ou de tout pays avec de bonnes conditions. Mais si on était nés dans un pays où il y a la guerre, où il y a une politique un peu dictatoriale, mais nous, les premiers, nous partirions, je suppose, pour une vie meilleure et pour avoir d'autres conditions de vie. Et c'est dans les déclarations des droits de l'homme. Ce droit à fuir un pays et à être accueilli dans un autre. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Jihan, et après Kamel, de ce que nous dit Dalila? C'est important cet accueil, justement, car aujourd'hui, les crises migratoires sont nombreuses dans plusieurs pays en guerre, la crise climatique aussi crée La crise en Syrie a été une charnière en 2014, avec près de 5-6 millions de Syriens qui sont partis de chez eux. Rendez-vous compte, la moitié des populations syriennes sont parties de leur pays pour aller donc principalement en Turquie et dans les pays aux alentours, mais aussi en Europe. Mais l'accueil, c'est une notion fondamentale que nous, on soutient, on promeut en Syrie, mais aussi, oui, en Europe. Il est important d'être aux côtés de ces personnes-là. Et le témoignage de Dalila me fait écho particulièrement personnellement, parce que quand j'étais jeune étudiante à la fac, j'ai donné des cours d'alphabétisation et la richesse qu'on se donne les uns les autres est énorme. En réalité, on vient pour donner un cours de français avec la conjugaison, etc. Et en réalité, c'est eux qui nous donnent beaucoup plus, avec leur histoire de vie, avec leur sourire, et on grandit. Et ça nous permet justement après de porter des combats pour ces pays à l'intérieur, avec ces crises climatiques, ces crises humanitaires, la guerre, et de pouvoir dire nous allons leur venir en aide. Et au sein de MEAD, les soignants syriens qui ont répondu à l'appel en 2011
n'étaient pas des professionnels de l'humanitaire. Ouais. C'était des médecins, des soignants en France depuis 10 ans, 15 ans, qui ont décidé de créer ce combat et de venir en aide aux soignants en Syrie et de sauver des vies. Kamel. Tu sais, moi, quand j'entends parler de migrants, je peux pas m'empêcher de penser au général de Gaulle, qui était aussi un des grands migrants. Quand il y a eu la guerre, il y a eu des problèmes, il est parti se réfugier en Angleterre. Et donc c'est tout à fait normal que tu veuilles sauver ta peau ou celui de ta famille, que quand tu es dans un endroit où c'est dangereux pour toi, bah, c'est de partir. Maintenant, la France, elle a d'autres défis, c'est que d'ici, allez, on va dire 30 ans, une grande partie sera à la retraite. Ouais. Et vu le taux de natalité en France, moi j'ai envie de te dire que les migrants aujourd'hui ne sont pas un problème, c'est la solution de demain. Ce sont ces gens qui demain travailleront et travaillent déjà pour la France. Donc maintenant je pense qu'il y a... Tu sais, les frontières, elles nous appartiennent pas. Elles font que de changer. La migration, elle est humaine depuis des millénaires. Donc aujourd'hui on a un problème. C'est pas qu'on n'a pas de solution, mais je pense que c'est un manque d'humanisme. On pense que parce que tu as une frontière, bah, t'es mieux que tel ou tel pays, mais demain il suffit que la température ici elle descende à moins 15, moins 20. Bah, tous les Français vont descendre en Afrique pour vivre. Parce que, bah, voilà. Tout simplement, on l'a vu lors du Covid. Bah tous oui. les Parisiens qui partaient en province, etc. Pourtant, leur vie, c'était pas la guerre, il n'y avait pas des bombes, etc. Donc ça aussi, ça me fait doucement rire quand ils sont là, oh, les migrants, on n'en veut pas, etc. Pourquoi ils restent pas chez eux? Mais vous avez fait quoi pendant la Covid? Enfin, les premiers à se déplacer, c'était pas la guerre. Enfin, voilà quoi. Donc, à un moment, il faut se voir aussi, faut se remettre en perspective, faut se remettre en question et regarder l'autre dans sa globalité, dans son humanité. Ça, c'est important, justement. C'est un message très important. Se mettre à la place de l'autre. Bien et sûr. si c'était nos familles Bien sûr. qui étaient en danger. Tout à fait. C'est vraiment important, justement, de... Et si je peux dire un mot, quand on voit aujourd'hui les réfugiés, moi je parle ce que je connais le plus par rapport à la Syrie, ces jeunes qui viennent de Syrie ou ces hommes, ces femmes, aujourd'hui ils ont des parcours d'excellence. Oui, bien sûr. Des jeunes Syriens qui sont arrivés à 12, 13, 14 ans en France et qui aujourd'hui font des grandes études. Alors c'est pas tout le monde, mais il y a cette résilience qui est présente et c'est ça la réalité des réfugiés en France. Ce sont des personnes qui veulent apporter pour la France, pour l'Europe, et qui donnent leurs compétences. Combien de soignants syriens, de médecins, il y a le docteur Joubran Durbas qui est chirurgien vasculaire, qui est venu de Syrie et qui est aujourd'hui un éminent chirurgien en France et qui se donne pour soigner ses patients ici dans les hôpitaux français. Ouais. Donc c'est ça la réalité et pas autre chose. Oui, c'est important. Je pense que c'est vraiment important. Ça, et puis moi je me rends compte aussi, enfin je me rends compte, je l'ai toujours su, mais les gens ne se rendent pas compte que le migrant est plus salutaire pour la France, le migrant qui vient de manière, par rapport à des soucis dans son pays, que le migrant fiscal français qui part pour économiser des impôts. Celui-ci fait plus de mal à la France que celui qui arrive. Parce que comme elle dit, celui qui arrive, il va travailler dur et il va payer ses impôts, il n'y aura pas de problème. Alors qu'il y en a d'autres, ils sont prêts à fuir leur pays juste pour ne pas payer d'impôts. Ouais. Après, chacun blâme qui a envie, mais voilà. Oui, c'est vrai. Bon, ça, c'est un autre problème. Il y a tellement de problématiques dans ce monde. C'est la fin de cette émission. Oh non! De cette émission. Non. Ah bah si, Donc, je vais vous laisser chacun redonner votre message sur l'ONG Mehad. Où est-ce qu'on peut la trouver? Et ensuite, pour votre livre. Et puis, un dernier message aussi à Dalila. Concernant l'ONG Mehad, ce que j'ai juste envie de dire, c'est que la santé... l'accès aux soins est un droit fondamental de l'être humain. Et c'est ce que notre ONG souhaite réaliser en Syrie pour la petite Iman, le petit Ahmed, la maman Meissa, pour qu'elle puisse accoucher dans de bonnes conditions et aider, soutenir Mehad, c'est pouvoir apporter cette santé à tous comme nous l'avons aujourd'hui en France, accorder cet accès aux soins et à la santé aux victimes du conflit en Syrie. Je vous invite à désamorcer les bombes à retardement qui sont en Syrie en réalisant un don sur www.mehad.fr. Merci Jeanne. Dalila, un message justement à ceux qui nous regardent. Alors moi le message c'est un message d'amour tout simplement, un message d'humanité pour les personnes qui sont un peu réfractaires d'accueillir les migrants en France sans faire de politique parce que c'est pas du tout mon rôle, mais ayez de l'empathie, essayez de vous mettre à la place de ces personnes qui ont quitté leur pays au péril de leur vie souvent, suite à un long parcours,
Ils arrivent en France pour une vie meilleure, pour fuir les bombes, pour pouvoir manger à leur faim, pour pouvoir offrir à leur famille une meilleure vie dont que tout à chacun a le droit de vivre. Donc voilà, ayez de l'empathie, ouvrez un peu plus votre cœur. Ils ne sont pas là pour prendre notre place, ils sont juste là pour être à côté de nous et pour qu'on soit heureux tous ensemble. Kamel. Moi, si je te donne un message, j'ai envie de dire, soutenez ces associations, c'est le plus important. Moi, à travers le livre, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à mon expérience. Mais mon expérience aujourd'hui, où le titre « La richesse du pauvre », ça me fait penser un peu à l'équipe nationale de foot du Maroc. C'est des gens qui n'ont pas grand-chose, qui se serrent les coudes, ils se battent entre eux avec de bonnes valeurs. C'est des gens qui mettent leurs parents au-dessus de tout. Et il y a une fraternité, et surtout, ils le font pour, non pas que pour le Maroc, mais pour toute l'Afrique. Et pour tous les gens qui se reconnaissent dans l'équipe du Maroc. Et allez le Maroc, allez les Bleus. Alors, Kamel, Jehan, 1, 2, 3. Merci en tout cas, merci à vous tous de nous avoir apporté cet humanisme, cette ouverture, cette joie de vivre et de se dire que notre humanité vaut la peine quand il y a des personnes comme vous qui apportez beaucoup de bienveillance, d'amour, chacun son parcours, chacun sa mission de vie. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, nous avons chacun notre mission de vie sur Terre. Le plus important, c'est de trouver la sienne et puis de se dire, qu'est-ce que je peux faire justement à mon niveau pour être utile pour notre humanité. Eh bien, merci à tous. Merci à toi, merci à tous. C'est touchant, hein, j'aime beaucoup cette émission tout en couleur. Il y a tellement d'énergie positive, il y a tellement d'amour. En tout cas, on vous transmet cette énergie positive. J'espère que vous aimez cette émission tout en couleur sur RTV. N'hésitez pas à nous joindre sur les réseaux pour nous donner votre avis sur ces émissions. Merci, on vous dit à très bientôt. Au revoir à tous. Merci. Merci.